crowd in the open green. Dans notre émission aujourd'hui de Femmes d'Égypte, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'artiste peintre française Anne de Boisselin, qui vit en Égypte depuis 2002. Après la révolution du 25 janvier, beaucoup d'étrangers ont choisi de quitter l'Égypte à cause des troubles qui ont dominé cette période post-révolutionnaire. Anne a quant à elle décidé de rester au Caire, la ville qu'elle admire toujours. J'ai été assistante photographe à l'âge de 18 ans, donc juste après le cycle secondaire. Et j'ai fait ça pendant 2 ans à Paris. Et pendant ce temps-là, j'ai passé le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts. Et donc à 20 ans, je rentrais à l'école des Beaux-Arts et j'ai eu mon diplôme 5 ans après. Ensuite, j'ai fait un travail d'atelier où j'ai beaucoup travaillé, fait des expositions collectives, que ce soit au Grand Palais à Paris ou dans d'autres expositions. Et maintenant, depuis 11 ans que je vis au Caire, je travaille ici essentiellement. Et pourquoi vous avez décidé de quitter la France pour venir en Égypte? Tout à fait un hasard. En venant en vacances ici en 98, j'ai rencontré Salwa El Maghrabi de Zamalek, qui a une galerie. Et elle m'a proposé une exposition, parce qu'à l'époque je faisais un travail sur la tauromanchie. Et elle a voulu l'exposer, donc je suis revenue pour cette exposition. Et au fur et à mesure que je rencontre quelques personnes et que les choses se passent, ça a mûri. Le fait de partir est venu naturellement, puisque c'est ma première expérience en tant qu'étrangère, enfin dans un pays étranger. Et donc, au fur et à mesure, les projets se faisaient, des projets d'exposition, des projets picturales. Et donc, je suis venue, ça s'est fait plus ou moins vraiment naturellement. En fait, en venant en vacances ici, j'ai commencé à faire un travail. Et ce travail correspondait au travail déjà que je faisais en France sans connaître l'Égypte. C'est-à-dire que j'ai à peu près la même palette quand je suis arrivée ici. J'ai vu les couleurs de mes tableaux en fait. Ça m'a donné envie de continuer. Et comme je travaillais beaucoup sur la silhouette, j'ai commencé donc à travailler sur la silhouette ensuite de la silhouette de la femme égyptienne. La femme qui marche dans la rue, qui regarde les vitrines, ou qui fait les courses, enfin, voilà, tous les trucs un peu clichés quand on arrive au début dans un pays où nous sommes attirés par la façon dont vivent les gens. Donc ça s'est fini par des tableaux et ensuite par des expositions. Oui. Une fois de plus, c'est la silhouette. Alors c'est vrai, c'est peut-être aussi sa tenue et puisque je pensais surtout quand j'allais surtout au souk, etc., où il y a des femmes richement habillées, enfin richement, pas forcément parce qu'elles sont riches, mais elles savent coordonner les couleurs de leurs vêtements, donc ça m'intéressait de le dessiner. Par exemple, une femme devant une porte, où j'ai fait beaucoup de femmes devant des portes, et marchant dans la rue. Après, j'ai fait des scènes dans le souk, et puis, etc. Donc, c'était pour regarder la femme qui devenait une tache de couleur, la silhouette devenait une tache de couleur dans une scène quotidienne. En fait, je peins et je dessine le quotidien.
une expérience aussi. Bon, enfin, je me suis beaucoup promenée en fait, un petit peu dans les pays avoisinants. Bon, je suis allée au Yémen, je suis allée en Iran, je suis Il y a allée. d'autres pays orientaux, Voilà. pas seulement l'Égypte. Alors, je vis ici et mon expérience est surtout ici, puisque à chaque fois que je suis partie ailleurs, c'était pour quelque temps, c'était pas pour m'installer. Et au Yémen, en Chine, en Iran, c'était toujours les silhouettes des femmes? C'était toujours les femmes qui vous attirent? Alors à ce moment-là, non, puisque la silhouette était devenue baobab pour une exposition de bambou baobab. La silhouette devient aussi statue, avec la statue dans la ville, et qui à chaque fois, et je le base au Caire. Hein, mais ensuite, il y a eu effectivement la femme, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est-à-dire que j'ai des projets de... Parce que j'ai énormément... La photo me sert comme carnet de notes, d'images, et comme j'en accumule énormément, beaucoup plus que je ne peins en tout cas. Donc les travaux viennent au fur et à mesure de ce que je veux faire, etc. Donc la femme n'est pas encore apparue autre qu'égyptienne. Vous vivez là depuis 11 ans. Alors vous avez vécu en Égypte avant la Révolution et après la Révolution. C'est quoi la différence selon vous entre les deux périodes? Elle est énorme. Elle est énorme, c'est-à-dire que j'ai conscience que le Caire que j'ai connu avant le 25 janvier, il n'existera plus jamais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire une certaine sécurité ou une certaine tranquillité, en tout cas en tant qu'étrangère, hein, toujours. Je ne dis pas que la vie était facile avant, pas du tout. Mais elle paraissait, dans ma position en tout cas, beaucoup plus calme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut penser que la ville du Caire va être comme toutes les villes, c'est-à-dire où le danger est là, où il va falloir faire un peu plus attention. Ah ben, je voyais vraiment au jour le jour, hein, comme tout le monde, c'est-à-dire une inquiétude par rapport à ce qui se passait, mais en même temps, c'était bien que les choses puissent bouger et que finalement, les gens ont le droit de manifester leurs envies, ou leurs envies qui n'étaient pas des caprices en l'occurrence. Donc voilà, bon maintenant, je ne suis pas du tout militante, hein, que ce soit ici ou même en France. J'ai jamais fait de politique, ni jamais ouvert un journal politique, mais c'est vrai que c'est juste en fait une ambiance. Hein. Pas de peinture, pas de tableau sur la Révolution? Si, Ça vous a inspiré mais de façon très c'est-à-dire que quand je travaille, dans mes tableaux ou dans mes installations, si vous ne me connaissez pas, c'est vrai pour beaucoup d'artistes, hein, je ne suis pas un cas unique, c'est-à-dire que si on ne connaît pas un peu la personne, on ne peut pas vraiment savoir un peu ce qu'elle fait. Et en l'occurrence, pour la dernière exposition Le Caire, mon amour, j'ai exposé une vitrine de sous-vêtements féminins, comme on peut trouver en centre-ville, mais j'avais choisi la couleur bleue pour tous les sous-vêtements en hommage à la femme qui avait été dévêtie sur la place Tahrir. J'ai dessiné son soutien-gorge que je n'ai pas mis en pièce centrale dans l'installation, mais sur le côté, car je voulais que ce soit discret comme elle l'était aussi, c'est-à-dire rester un peu dans l'anonymat, même complètement. Et voilà, donc j'ai pensé à elle en faisant cette installation. Je pensais aux femmes en général. Bon, moi je vis ici, je n'ai pas d'adresse ailleurs. Toutes mes adresses, elles sont partout. C'est-à-dire que j'ai cette liberté de pouvoir me déplacer où je veux, puisque je n'ai aucun bien. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de propriété, je n'ai pas de voiture, donc je ne vois pas ce qu'on peut me prendre ou ce qu'on peut, à part ma vie. Donc si vous voulez, à part ça, je ne vois pas pourquoi je partirais, étant donné qu'à partir du moment où l'Égypte m'accepte encore en tant qu'étrangère,
je n'ai pas de raison de partir. L'Égypte est mon hôte et m'a accueilli depuis 11 ans et aujourd'hui m'accueille toujours. Enfin, donc je n'ai pas de raison de quitter le pays tant que je suis acceptée en tant qu'étrangère et artiste ici. Et vous vivez toujours au centre-ville? Oui, oui, oui. Et vous insistez à le faire? Alors, c'est-à-dire que j'aime beaucoup mon atelier, mon appartement là dans lequel je travaille. Et en plus, j'organise des expositions collectives sous le titre générique Le Caire, mon amour, et qui se trouve aussi rue Champollion, où les expositions se déroulent rue Champollion. Donc je travaille vraiment au centre-ville, oui. Alors le centre-ville, c'est vrai, c'est vraiment un quartier vraiment particulier au Caire, puisque je me souviens encore très bien de la sensation que j'ai eue la première fois que je suis venue. Ça grouillait hein, de gens, de voitures, d'interpellations de voix, de gens dans la rue. Et effectivement, comme les gens mangent aussi dans la rue, enfin bon, comme un peu partout, donc il y a cette ambiance très tôt le matin où tout le monde, juste à côté de chez moi, vient manger un food célèbre d'ailleurs dans beaucoup de quartiers parce qu'on peut voir vraiment tous les milieux sociaux hein, qui viennent prendre le food le matin. Et il y a donc toute cette ambiance de petits commerçants et de vendeurs ambulants, enfin de la vie d'un quartier qui permet, et j'aime beaucoup le souk aussi de Bab el-Lou, où finalement on peut avoir une relation tout à fait normale avec les commerçants. Et bon, comme ils me connaissent, c'est très agréable maintenant de pouvoir faire ses courses tranquillement bien. Et en gros, qu'est-ce qui caractérise le peuple égyptien selon vous? La douceur, je dirais, la douceur et justement la non-violence. C'est pourquoi justement après le 25 janvier, on a cette surprise de violence qui surgit comme ça, parce que vraiment, c'est vraiment la douceur de tempérament, hein, même s'il y a des bagarres, enfin, comme partout, hein, ça reste des gens humains, enfin normaux, mais vraiment, je dirais une douceur et une tranquillité. En tout cas en surface, hein, en tant que moi étrangère. Maintenant, je ne dis pas que c'est tranquille dans tous les foyers, et je pense qu'il se passe ce qui doit se passer un peu partout. Mais en revanche, dans ma situation, c'est vrai que j'ai vraiment la sensation d'un pays, je dirais, tranquille. Et vous vous sentez familiale avec tout le monde? Tout de suite, je me suis sentie familière tout de suite. Toutes les classes sociales? Ça parlait tout de suite, ça parlait mon langage. Je comprenais rien, mais je comprenais tout, mais je comprenais rien. Mais parce qu'au début, quand on comprend rien, c'est très difficile de comprendre les signes, qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qui se passe. Bon. Mais en même temps, on est tellement bien accueillis. Les Égyptiens sont tellement habitués à avoir des étrangers qu'on est tout de suite accueillis et que même si on est perdu dans la rue, on ne sera jamais perdu longtemps. Il y a toujours quelqu'un qui vient pour nous proposer de l'aide spontanément. En décembre 2010, vous avez organisé votre première exposition intitulée Miraya Shaffaf ou bien Miroir transparent. Parlez-nous un peu du thème de cette exposition. Je ne l'ai pas organisée, hein. Je ne l'ai pas organisée cette exposition. C'est une exposition collective qui était organisée par Paul Jedi, qui est un Égyptien francophone, et il a réuni plusieurs artistes. C'était au musée Saad Zarloul.
Et c'est une exposition collective et j'ai fait effectivement, lui c'était sous le titre Futuropolis. Et dans cette exposition, j'ai exposé Maraya Shafafa. Et que signifie Miraya Shafafa ou bien miroir transparent? Miroir transparent parce que je cherche le reflet, comme je travaille sur la silhouette, je recherche le reflet que fait quand on se promène en centre-ville, enfin, devant des magasins, devant des vitrines, on peut voir son reflet, mais quand on voit son reflet, on voit plein de choses aussi qui se passent dans cette vitrine. Donc j'essaie de jouer un peu avec cette image de miroir, de reflet, de transparence. Alors justement, j'ai voulu, mais déjà au moins il y a 4-5 ans, j'ai voulu rencontrer des artistes étrangers afin de pouvoir savoir comment ils vivaient avec leur travail ici, comment ils travaillaient. Ça a été très long et depuis 1 an, je suis à l'initiative d'exposition qui s'appelle Le Caire, mon amour. Et elle réunit en général une quinzaine d'intervenants de plusieurs nationalités. Malheureusement, c'est très difficile de rencontrer des artistes étrangers puisque je ne sais pas où ils sont, puisque je les cherche. Et je n'ai pu que trouver des gens, beaucoup de Français, un peu trop, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que je puisse mélanger un peu plus les nationalités. Pour l'instant, ça reste un peu trop européen également, mais je suis à la recherche constamment d'artistes étrangers au Caire pour savoir comment évolue leur travail ou comment ils travaillent par rapport à la ville. Et tous les artistes que j'ai trouvés et qui ont exposé à Le Caire, mon amour, qui avaient un travail avant, parce qu'en général, je prends des professionnels qui avaient un travail avant, ont une évolution, ou en tout cas, leur travail au Caire leur permet de pouvoir avoir une continuité par rapport à leur recherche plastique. Alors, on se rencontre et je cherche par rapport à leur démarche artistique. Donc, je n'ai pas vraiment de critères de sélection, le seul étant, j'espère, une certaine qualité. Alors, en fait, il y a eu déjà 3 expositions Le Caire, mon amour. La première a eu lieu, parce qu'en fait la première devait avoir lieu en février 2011. Voilà, donc je l'ai reportée au mois de mai 2011. Donc ça a été la première exposition Le Caire, mon amour 1, qui réunissait aussi une quinzaine d'artistes. Alors espagnol, allemand, français, suisse. On a eu aussi un chinois, un vietnamien, enfin bon, ça je mélange un peu toutes les expositions. Et le terme, en fait, je l'ai intitulé Le Caire, mon amour, parce que ça correspond à un travail que moi j'ai fait picturalement par rapport à tout mon travail que j'appelle Le Caire, mon amour, parce que depuis que je suis ici, tout tourne autour du Caire. Et j'ai pris ce titre générique en fait qui sert à cette exposition collective, mais chaque artiste a un titre, a son propre titre si vous voulez dans l'exposition. Comme moi j'ai Pop-up Blues, comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, le travail que j'ai exposé. Bon, moi c'est Pop-up Blues pour Le Caire, mon amour. D'autres vont faire d'autres installations avec des titres, mais ça sera pour Le Caire, mon amour. Mais ça concerne toujours Le Caire, c'est le thème principal? Oui. Ça a toujours une relation avec Le Caire? Oui. Alors ça peut être l'Égypte, hein, mais bon, comme je suis une citadine, c'est vraiment Le Caire qui m'intéresse. C'est la vie en ville. Les pop-up, ce sont des... bon, moi je vois tout à la verticale. C'est-à-dire que tout ce que je construis est vertical. Je n'ai pas de perspective, en peinture hein, et en dessin. Mais donc en fait, comme tout est en plan, je présente toujours mon travail en plan, c'est-à-dire comme ça, comme un peu au théâtre, où on voit ce qui se passe devant mais pas sur les côtés. Et le pop-up est venu automatiquement, puisque le pop-up, ce sont ces livres pour enfants, qui sont aussi des livres parfois pour adultes d'ailleurs. Quand on les ouvre, vous avez tous les éléments qui viennent en relief. Donc en fait, je travaille sur ce même plan, et toutes mes installations, je les installe comme des pop-up en plan. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans la pièce, vous la regardez à un certain angle que je vous donne. C'est-à-dire que je mets une petite chaîne pour que vous ne puissiez pas rentrer. Et vous regardez le pop-up, mon installation comme ça. Et je fais référence aussi où en Europe, il y a beaucoup de maisons-musées. On en trouve d'ailleurs un peu ici au Caire. C'est-à-dire que vous savez, les gens qui ont été collectionneurs d'art,
toute leur vie, etc., une fois qu'ils disparaissent, leur maison devient un petit musée. Et quand on visite ces maisons transformées en petits musées avec la collection des propriétaires, on ne peut pas rentrer dans les pièces en général, il y a un petit cordon et on voit par exemple le salon où ils recevaient, etc. Et on ne rentre pas dans les pièces. Je fais exactement le même principe des maisons musées. Parmi vos expositions, il y en a une vraiment spéciale. Il s'agit du Pop-up 50. Parlons un peu de cette exposition. Alors, ça a été ma première installation pour Le Cœur Mon Amour, donc cette exposition collective que j'organise au Champollion. Et je me suis inspirée effectivement des films des années 50, des films égyptiens des années 50. Mais ce que j'aime dans les films égyptiens des années 50, bon, d'abord ils sont assez remarquables au niveau du film, mais en même temps il se dégageait une gaieté, une joie de vivre qui est complètement paradoxale par rapport à ce qu'on peut voir dans la vie au Caire. Et c'est vrai, il y a cette opposition d'images hein, où les femmes étaient en jupe, en tailleur, se maquillaient comme les Américaines ou les Européennes d'ailleurs, hein, le maquillage œil de biche. Enfin, on sentait qu'il y avait quand même une influence artistique qui était assez proche de la France par rapport à ça. C'est peut-être pour ça aussi, puisque je reconnais en ces femmes en tailleur, etc., peut-être aussi ma mère qui était habillée pareil. Mais donc ça correspond à une époque, mais c'est vrai qu'il se dégageait une gaieté, une joie de vivre qu'on sent un peu moins après, c'est une autre période dans les années 70 où on sent un peu une autre fracture qui se passe. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup déjà les films en noir et blanc et ceux qui retracent les années 50, c'est intéressant. Donc j'ai repris un modèle de salon des années 50 en Égypte, mais qu'on aurait pu retrouver aussi n'importe où en Europe, je pense, enfin en France aussi en particulièrement. Ce que je pense de la femme égyptienne, c'est une femme qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de responsabilités et qui doit rester discrète. Donc le rôle de la femme en général dans le monde entier est un rôle difficile puisqu'elle est mère, elle travaille, elle doit être une bonne épouse dans la société, elle doit être remarquable aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé que pour la femme, la barre est toujours beaucoup plus haute que pour tout le monde, donc, et pour la femme égyptienne en particulier. Si c'est la femme que je vois régulièrement, ou celle que je vois au souk, qui me connaissent un petit peu, ou celle que je vois dans le quartier, je pense à la marchande d'œufs qui est assise rue Bostan, Massalan. Alors, on a un contact tout à fait bref, hein, et on se salue, on va dire quelques noctas, et puis voilà, ça va passer comme ça. Donc je n'ai pas vraiment de base. En revanche, j'ai ma voisine qui parle français en plus, mais qui est d'un niveau social moyen, je dirais. Et quand je parle avec elle, cela me permet de voir un peu aussi la situation en Égypte, c'est-à-dire que je sors un peu de ma tour d'ivoire, qui est mon atelier où je m'enferme pour travailler, et la réalité c'est ma voisine. Je n'ai qu'à frapper à sa porte, qui est juste en face de la mienne, et je vais avoir un peu la nuance du pays, etc. Bon, c'est pas qu'elle me raconte tout et que je lui pose des questions, parce que nous avons vraiment un rapport de voisinage normal, mais c'est vrai que dans la rue, je vois la femme. Moi, je trouve que le peuple égyptien souffre énormément. Enfin, c'est dur. Je sens que la vie est dure, mais ça se voit. Mais c'est vrai que comme les gens ne se plaignent pas vis-à-vis des étrangers, il y a un côté un peu comme les Chinois, le rapport à la face, c'est-à-dire c'est normal, on a aussi notre pudeur hein, par rapport à nos difficultés de vie. J'ai la mienne aussi. Donc je pense que cette pudeur est vraiment cachée chez la femme, où
où elle se bat quasiment en silence, hein, doucement, mais elle avance doucement et c'est très difficile. C'est une façon d'accepter sa situation. C'est-à-dire qu'il y a des situations, on sait on ne peut pas les changer. On peut essayer de réfléchir, à savoir à trouver des opportunités. Les classes sociales sont très déterminées en général. Une femme pauvre doit rester une femme pauvre, ou un homme hein, d'ailleurs. Donc il y a vraiment cette catégorie sociale qui est très lourde et je trouve qu'il est difficile pour pouvoir passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que, par exemple, si la marchande d'œufs, par exemple, veut ouvrir une boutique pour vendre des œufs, au lieu de les vendre sur le trottoir, pourquoi pas avoir un kiosque à œufs, etc. Elle sait sûrement les difficultés qu'elle va trouver pour pouvoir, sur lesquelles elle va être par rapport à la pression sociale. Je sens qu'il y a une pression sociale très forte entre les Égyptiens. C'est-à-dire je sens qu'on ne peut pas faire les choses librement, puisque elle n'aura pas d'argent pour avoir sa petite boutique. Elle ne pourra pas faire de prêt bancaire, je ne pense pas. Est-ce qu'elle peut faire des prêts pour améliorer sa condition de vie? J'ai l'impression que là, c'est très bloqué. Alors, optimiste, pourquoi? Optimiste parce qu'il faut toujours être optimiste par rapport au futur, parce qu'autrement, la vie est déjà assez compliquée, donc il faut essayer de positiver. Mais maintenant, il y a une réalité de terrain, une vraie réalité, c'est-à-dire je pense que les Égyptiens, surtout des classes inférieures, ont besoin vraiment d'une aide sociale, ont vraiment besoin d'être aidés et écoutés. Et ce qui, je pense, n'arrive pas, parce que c'est dur quand on est en classe inférieure de se faire entendre. Et je pense qu'il n'y a que la masse, enfin, c'est-à-dire qu'il faut se réunir. Et il n'y a que ça. Les voix, peuvent se faire les voix des minorités hein, ne peuvent se faire entendre que si elles se regroupent. Maintenant, il faut le faire intelligemment et ce n'est pas évident de tout contrôler. Il y a des... Bon, alors, optimiste ou pessimiste, j'aurais tendance à dire que je suis pessimiste parce qu'on n'est pas au pays de Disneyland nulle part. Enfin, je veux dire, la vie est ce qu'elle est. Il y a des intérêts énormes en jeu, des intérêts économiques que je ne connais pas hein, du pays. Et je pense que la vie va être encore plus dure.